Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue au Printemps de l'économie où je suis chargé d'animer la table ronde qui est intitulée « La technologie peut-elle nous aider à davantage de sobriété ?» Alors, moi, je m'appelle Guillaume de Calignon, je suis journaliste aux Échos. Et donc, j'ai 3 intervenants pour cette table ronde. J'ai tout à gauche monsieur Mathieu Glachan, qui est professeur d'économie à l'école des mines de Paris. Ensuite, il y a madame Yamina Saeb, qui est analyste des politiques énergétiques chez OpenExp et qui est économiste et qui est membre du GIEC et qui a participé à la rédaction du 6e rapport du GIEC. Et ensuite, j'ai monsieur Julien Pillot, qui est enseignant-chercheur en économie à l'ENSEC, grandes écoles, et qui est directeur de la valorisation de la recherche à Omnes Éducation. Alors, la décroissance, c'est la baisse de la consommation pour ne pas épuiser les ressources de la planète. On va dire que le technologisme, c'est de croire que la technologie peut régler absolument tous nos problèmes et qu'elle va sauver la planète. Entre ces 2 extrêmes, il y a la sobriété. C'est-à-dire c'est le fait de diminuer la consommation énergétique. Donc intuitivement, on se dit que la technologie devrait nous aider. Utiliser moins d'électricité, par exemple. Sauf que, on va le voir avec nos 3 intervenants, ce n'est pas nécessairement le cas. Voire pas souvent le cas. D'ailleurs, le recours massif aux énergies fossiles, et notamment le pétrole, c'est aujourd'hui le pilier encore de la croissance économique, et c'est le cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On émet du CO2. Et le PIB et les émissions de CO2 restent encore aujourd'hui liés, même si c'est un peu moins vrai que par le passé. Ces 2 dernières décennies, le système productif a un peu gagné en efficacité énergétique. En efficacité, oui, mais en sobriété, pas vraiment. Donc on va s'intéresser à ça. Alors, j'ai envie de vous demander, madame Saeb, pourquoi est-ce qu'on a besoin de sobriété aujourd'hui ? Bonjour. Alors, on a toujours eu besoin de sobriété, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'on en parle, et peut-être pour la première fois, on en parle beaucoup, principalement en France. Ce n'est pas le cas en dehors de nos frontières. Ça commence à être un petit peu le cas dans les autres pays francophones voisins, comme la Belgique et la Suisse. Mais ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, sauf là où on en a parlé pour la première fois, c'est la Thaïlande. Dès les années 70, le roi de thaïlandais a développé ce qu'il appelle la philosophie d'une économie sobre. Et après, ça n'a pas volé très haut. En Occident, c'était d'abord en Allemagne que le concept a été introduit, un chercheur allemand qui en avait parlé, mais ça n'a pas volé très haut de l'autre côté du Rhin, ça a traversé la frontière, et en France, ça a pris. Mais en France, on parle principalement de sobriété énergétique, alors que la sobriété, elle n'est pas que énergétique, elle concerne toutes les ressources naturelles. Et d'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, le GIEC étant le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, on a introduit une définition de la sobriété qui dit que la sobriété, ce sont toutes les mesures politiques et les pratiques du quotidien. L'ordre est important. Donc, c'est d'abord les politiques pour que ces pratiques deviennent sobres. Un exemple type, un exemple de politique de sobriété ou de pratique du quotidien de sobriété, c'est l'utilisation du vélo ou du transport en commun. Si vous n'avez pas de piste cyclable, vous n'allez pas utiliser votre vélo. Si vous n'avez pas de transport en commun, vous n'allez pas vous déplacer avec les transports en commun. Et avoir les pistes cyclables et les transports en commun, ce sont des politiques publiques qui vont enclencher un changement de comportement, une pratique du quotidien sobre. Et ces politiques-là et ces pratiques-là doivent, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles évitent en amont la demande en énergie, en eau, en matériaux, en sol, en fait, dans toutes les matières premières. Donc, c'est bien en amont. Un autre exemple de sobriété, si par exemple, vous habitez un appartement très grand, vous habitez dans 100 mètres carrés, alors qu'en réalité, vous n'utilisez que 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, et que vous chauffez les 100 mètres carrés, et bien en fait, vous gaspillez des ressources naturelles et vous vous retrouvez coincé. Et donc, ces politiques-là doivent, tout en garantissant à tout un chacun le bien-être de tous dans les limites planétaires.
Donc il y a une confusion dans le débat public. J'ai entendu certaines personnes dire sobriété, comparer la sobriété à de la précarité ou le retour à la bougie. Ce n'est pas du tout ça la sobriété en fait. Parce que si on prenait en compte, si on avait des politiques qui s'intéressaient plus au bien-être de la majorité, et puis surtout de tous, et peut-être de la majorité au lieu du bien-être d'une minorité, la sobriété deviendrait quelque chose qui ferait partie de notre quotidien. Et les limites planétaires, dans le cadre du GIEC, on a regardé principalement la partie carbone, mais en vérité, on devrait regarder l'ensemble des 9 limites planétaires. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Sauf que dans les modèles économiques, et vous êtes tous économistes, la sobriété, elle est quand même rarement évoquée. On a un agent économique, moi par exemple, vous, nous, et on maximise notre utilité en permanence. Et donc finalement, la sobriété, ça rentre pas dans l'économie. On a l'impression qu'en fait, la sobriété, c'est quasiment antinomique avec une économie de la demande où on consomme. Je peux essayer de répondre à ta question, Guillaume, mais peut-être même faire un pont avec la première question, parce que tu as commencé finalement par poser la bonne question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de sobriété ? En fait, notre système économique, si je le schématise très simplement, fait s'opposer deux forces qui vont dans les sens inverses. D'un côté, on a une première force qui consiste à dégager des gains de productivité. Quelque part, essayer au niveau des forces transformatrices, donc des industries, des entreprises, de produire autant en utilisant moins de ressources, parce que ces gains de productivité, c'est aussi des gains économiques pour les acteurs de l'économie, c'est des gains de compétitivité. Donc cette recherche, quelque part, et la technologie peut y aider, contribue d'une certaine façon à plus de sobriété. Mais de l'autre côté, on a des business models qui poussent à davantage de consommation, davantage finalement de production pour répondre à cette consommation. Cette production, elle demande énormément de ressources naturelles, de ressources énergétiques, et émet également pas mal d'externalités négatives, notamment de pollution. Et sur les dernières décennies, on s'est rendu compte que cette deuxième force a tendance à prendre le pas sur la première. Donc, est-ce que la technologie peut répondre à la sobriété ? Elle peut apporter des éléments de réponse, mais jusqu'à présent, si on regarde de façon assez basique les dernières décennies, on peut se dire que ce qu'on a réussi à faire en matière de technologie n'a pas été suffisant. Et in fine, la question qu'on va se poser désormais, c'est ça. C'est est-ce qu'on doit considérer que la technologie et l'innovation est capable de résoudre tous nos problèmes, est capable de sauver le monde d'une certaine façon, ou est-ce qu'on a besoin de davantage de sobriété dans les comportements, mais également dans les stratégies de production, pour pouvoir finalement réussir à équilibrer ces deux forces ? C'est là le vrai enjeu, et je crois que c'est pour cela que cette table ronde aujourd'hui est très utile. Madame Sahem. Oui. Alors, on a toujours eu besoin de la sobriété aujourd'hui plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, notre modèle économique, notre modèle de développement est en train de s'essouffler sur tous les plans, environnemental, social et économique également. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de passer de crise en crise. Nous n'avons toujours pas résolu, en vérité, la première crise des années 20. Et c'est pour ça que nous faisons, pour la résoudre, en fait, on est rentré dans un système de production et d'obsolescence de tous les produits que l'on a. Et la sobriété, c'est justement la lutte contre toutes ces politiques-là. Après, les modèles économiques, lorsque vous regardez dans le détail, dans le cadre du rapport du GIEC, nous avons reçu 3131 scénarios qui visent la neutralité carbone, qui ne visent pas tous la neutralité carbone, économie, climat. Et en fait, lorsque vous regardez ces 3131 scénarios, il n'y en a pas un seul, qui intègre des notions de sobriété. Donc, ils intègrent des notions, le prix carbone, et ils intègrent les technologies vont nous sauver. Or, on sait que si on ne met pas de sobriété, je vous donne un exemple dans le résidentiel au niveau européen, donc la technologie a eu un effet positif de réduction, par exemple, des émissions. Dans le résidentiel, entre 1990 et 2020, les émissions de l'Union, dans le résidentiel dans l'Union, ont baissé d'environ 30%. Qu'est-ce que vous appelez résidentiel ? Le logement, dans le logement. Le logement, le logement, pardon. pardon. Okay, pardon. Dans le logement. Dans le logement. Donc les émissions dans l'Union ont baissé grâce à l'efficacité énergétique, qui est en fait la solution technologique que l'on met en place, parce que toutes nos politiques portent sur l'efficacité énergétique ou la décarbonation grâce aux renouvelables. Donc elle a baissé d'environ 30%.
grâce à la décarbonation de la production, donc en mettant plus de renouvelables, on a aussi baissé d'environ 30-32%. Mais il y a un phénomène qui s'est produit dans l'Union pendant cette période-là. Comme il n'y avait pas de sobriété, on n'a pas de politique de sobriété dans les politiques européennes, donc les émissions ont augmenté de 30% parce qu'il y a eu manque de politique de sobriété. Ce qui veut dire que tous les gains que nous avons gagnés grâce à la technologie, grâce à l'efficacité énergétique, ont été absorbés par le fait que nos politiques n'intègrent pas la sobriété. Dans le cadre du logement, cela se résume par exemple à deux phénomènes importants que nous avons observés dans tous les pays de l'Union. On a eu une augmentation de la surface habitable par personne. Aujourd'hui, on est en moyenne à 45%. Et si je vous posais la question, quel serait le pays de l'Union européenne, si je vous disais, citez-moi un pays qui est le pays le plus vert de l'Europe, quel pays vous viendrait en tête? Juste citer un pays. Qu'est-ce que... Non, pas la France. Pas la France. Pas la France, on n'est pas bon. Bon, on va dire, en général, on a tous tendance à penser aux pays nordiques, donc les pays scandinaves, le Danemark ou la Suède. Eh bien, c'est vrai si vous considérez uniquement la partie efficacité énergétique. Dès que vous intégrez la question de sobriété, vous allez vous rendre compte que ces pays-là ne sont pas verts. Ils sont même très très loin. Ils sont même les plus mauvais de la classe. Et les pays qu'on a l'habitude de montrer du doigt, comme les pays de l'Est, par exemple, pour tout ce qui est être vert, eh bien, ce sont les pays qui ont pour des raisons historiques, hein, ce n'est pas parce qu'ils ont intégré des politiques de sobriété, pour des raisons historiques, ce sont des pays qui font beaucoup mieux que les pays du Nord. Donc en fait, on inverse complètement la vision et l'analyse que l'on fait. D'accord. Monsieur Glachan, vous... Allez-y. Moi, je voudrais dire, j'ai un certain désaccord, parce que il existe des politiques, par exemple, de subvention de la rénovation énergétique en France depuis des années et des années. Depuis des années, les industriels, quand ils produisent de l'acier, etc., essaient de diminuer leur consommation d'énergie pour diminuer leur coût de production. Donc, ça fait très longtemps qu'on essaie de réduire la consommation d'énergie. Le problème, c'est que quand on réduit la consommation d'énergie, on gagne de l'argent, puisqu'on réduit des coûts. Et toute la question, c'est ce qu'on fait de cet argent. Et on a inventé un système économique dans lequel on vit depuis très longtemps, où l'argent qu'on gagne, quelle que soit la façon dont on gagne, par exemple en faisant de la réduction de la consommation d'énergie ou de matière, on va l'utiliser pour consommer plus d'autres choses. Donc, je donne l'exemple des voitures. Les moteurs des voitures sont beaucoup plus efficaces d'un point de vue énergétique aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Sauf que cet argent qu'on a pu gagner avec des moteurs plus efficaces, on l'a utilisé pour faire grossir les voitures. Vous comparez la taille des voitures d'il y a 40 ans avec la taille des voitures d'aujourd'hui, pour des raisons de confort, on a augmenté la taille des voitures et du coup, on a perdu ce bénéfice énergétique qu'on avait réussi à avoir. Et donc l'histoire que vous racontez sur les logements est un peu similaire. On a rénové les logements sont plus efficaces d'un point de vue efficacité énergétique qu'il y a 50 ans. Des passoires thermiques, il y a 50 ans, il y en avait beaucoup plus que maintenant. Sauf que, avec cet argent qu'on a réussi à économiser en étant plus efficace, on l'a utilisé pour avoir des logements plus grands ou pour chauffer à 21 degrés, 22 degrés, 23 degrés, alors qu'avant, on chauffait à 18 degrés. C'est ça, c'est ce mécanisme-là qu'il faut changer. Pardon, excusez-moi. C'est ce mécanisme-là qu'il faut changer. Mais alors, est-ce que c'est la technologie qui finalement nous pousse à la consommation ou alors un système économique? Si c'est un système économique, c'est quand même assez compliqué de le changer. Dans notre système, on a inventé, avec la révolution industrielle, excusez-moi, on a inventé un système économique qui utilise des technologies qui consomment des énergies fossiles pour faire de la santé, du confort, de la nourriture, etc. Donc, des tracteurs, des voitures, des smartphones pour faire des loisirs. On a inventé un système où la technologie est au service de la consommation d'énergie, de nouveaux équipements qui consomment de l'énergie. C'est ça qu'on a inventé. Il a eu, pendant très longtemps, des tas de bénéfices pour tout le monde. Si on est en meilleure santé, si on vit plus longtemps, c'est aussi à cause de ça. Maintenant, on tombe sur un mur qui est l'effet environnemental de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'arrive ce thème. Et donc, du coup, maintenant, il va falloir qu'on réinvente un monde. Et de mon point de vue, c'est un changement qui est du même ordre de grandeur que la révolution industrielle.
la révolution industrielle, elle a inventé ce que d'ailleurs Carnot appelait les machines à feu, donc des trucs qui bouffent de l'énergie pour faire du confort, etc. Il va falloir qu'on trouve maintenant, qu'on invente un monde où l'énergie, où les technologies sont au service de la protection de l'environnement. Et donc ça, c'est une révolution, une vraie révolution. Et ça pose la question des politiques publiques. Madame Saeb. En fait, le système économique dans lequel nous sommes est un choix politique. Et donc, en fonction du choix politique que l'on fait, on a telle ou telle politique publique. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Europe et la France sont plutôt dans une stratégie politique économique pour plus en faveur de l'économie libérale, et je dirais même néolibérale, qui va sur consommation sur consommation. Alors, ce ne sont pas les technologies qui nous ont poussés à consommer plus. C'est parce que, en fait, c'est tout un système économique qui est basé sur produire plus pour consommer plus. Et il n'y a pas eu... on aurait dû s'arrêter il y a bien longtemps, on aurait dû s'arrêter au moment de la première crise économique, en fait. Le problème, il n'est pas juste qu'environnemental, c'est ça qu'il faut comprendre. Le problème, il est social et économique. La question du logement, je cite cet exemple-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées chez nous et partout en Europe, qui ont des petites retraites, qui se retrouvent dans des logements, dans des superficies plus grandes que leurs besoins, plus importantes que leurs besoins, et qui ne peuvent pas se chauffer. Ça donne de la précarité énergétique. La précarité énergétique, ça donne un problème de santé publique. Donc ça augmente ou ça crée des trous dans la sécurité sociale de nos pays. Et donc ça augmente le déficit de nos pays. Et donc ce n'est pas juste une question environnementale. Et moi, je suis convaincue qu'on va changer, non pas parce que c'est un problème environnemental, on va changer parce que d'abord, c'est un problème économique. Et, Monsieur Piot, enfin, est-ce que ça veut dire, par exemple, si je reprends les exemples qui ont été pris par Madame Saeb et Monsieur Glachan, le véhicule qui est de plus en plus grand, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui oriente la technologie? Parce que là en fait, et qui peut le faire? C'est essentiel parce que, en fait, je voudrais reprendre l'image du système économique. On a créé un système économique qui a, d'une certaine façon, l'illusion d'une certaine forme d'efficience et de performance. Sauf qu'en fait, on a occulté toutes les externalités négatives, à la fois sur la surexploitation des ressources, qui sont en quantité limitée, et puis aussi en matière de rejet de polluants, notamment atmosphériques. Si on intègre ces externalités négatives dans les coûts de production et donc dans le prix des biens et des services de consommation, d'un coup, d'un seul, on change très clairement les comportements et la façon dont le système économique fonctionne. Le truc, c'est que si ces marchés sont défaillants, ce qu'on a appris, à force d'observer les acteurs économiques dans leur environnement réel, c'est qu'ils sont très peu incités à bouger par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils maîtrisent des technologies, ils maîtrisent des routines de production qui leur permettent d'être très compétitifs, d'avoir des gains d'expérience, des effets d'échelle, des effets d'envergure. Et en fait, ils ne sont pas incités, quand bien même il y aurait une technologie plus vertueuse pour pouvoir faire leur activité productive, d'abandonner l'ancienne technique de production pour aller vers une technologie plus vertueuse. C'est là que se situe en fait l'un des problèmes vieux problème, hein. Ça a été théorisé dès les années 68 par Harding, par exemple, lorsqu'il parlait de la tragédie des communs, c'est que si à un moment donné, il n'y a pas une autorité supérieure qui intervient pour empêcher cette surexploitation et ces inefficiences d'arriver, alors cette surexploitation et ces inefficiences arriveront au détriment de l'ensemble. Et l'État, pour le coup, l'autorité publique, peut tout à fait intervenir, et elle le fait actuellement, pour mettre en place des normes ou des mécanismes d'incitation qui sont plus ou moins contraignants pour forcer finalement la main des industriels pour qu'ils abandonnent les modes de production les plus polluants et les moins efficients sur l'efficacité globale, c'est-à-dire à la fois économique, environnementale et sociale, pour aller vers d'autres modes de production qu'ils n'auraient pas choisis par eux-mêmes. Et donc, ça donne quoi ? Ça donne éventuellement la taxe carbone, ça donne éventuellement la taxonomie européenne ou des systèmes d'incitation autour, par exemple, du véhicule électrique. Par exemple, si je prends l'exemple des gens dans cette salle, ça veut dire qu'ils payent leur smartphone à un prix qui est bien inférieur à ce qu'il devrait réellement être si on prenait en compte la destruction de l'environnement qui a été faite par la production de ce smartphone. Mais pas que leur smartphone, en fait. Oui, pas que leur smartphone. Tous les objets de consommation courante et les services également numériques
que l'on surconsomme aussi, parce que nous y sommes, en plus de ça, très fortement incités par des modèles économiques qui poussent à la surconsommation. Le binge viewing, par exemple, c'est quelque chose qui a été complètement théorisé dans les business models des entreprises qui ont intérêt en fait à conserver notre attention le plus Je ne sais longtemps pas possible. ce qu'est le Le binge viewing, c'est le fait de vous inciter à surconsommer un contenu, notamment vidéo, viewing. Ok. Voilà, et ce sont des entreprises telles que Netflix, Amazon Prime, mais aussi tous les réseaux sociaux qui font de la micro-vidéo que l'on passe par swipe, qui ont créé des business models qui rendent le plus addictif possible. Pourquoi ? Parce que pendant que vous êtes connecté à leur service, vous générez de la valeur pour eux et pas pour les autres. Donc on a des business models qui poussent à la surconsommation. D'accord. Allez-y, madame Serre, pardon. Alors, je ne pense pas que ça serait le smartphone que l'on paierait plus cher. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ça serait les profits que font les compagnies qui produisent les smartphones qui seraient plus réduits si on faisait intégrer toutes ce que les économistes habituellement appellent les externalités. Mais en fait, il n'y a pas d'externalité sur la planète Terre. Hein. C'est un truc fermé, la planète. Hein. Et donc, du coup, ça serait plutôt ça. C'est à ça que les politiques devraient s'attaquer. Et ça, les politiques ne veulent pas s'y attaquer. Vous avez pris l'exemple de la voiture. Et la voiture, l'électroménager, etc., sont régulés au niveau européen. Donc, on a des directives européennes qui poussent à... On a tendance à dire, c'est ça qui nous pousse qui pousse l'industrie à améliorer l'efficacité énergétique de ces appareils-là. En vérité, ce n'est pas très vrai parce que les directives ne prennent pas en compte, parce que tous les appareils ont grossi, les industriels n'ont pas vraiment investi dans l'innovation au moment où ils ont commencé, soi-disant, à travailler sur les questions environnementales. Et donc, ils n'ont pas beaucoup investi sur l'innovation. Alors, du coup, ils ont fait grossir les appareils sans vraiment inventer, parce qu'il faut des ruptures technologiques. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand on est passé de la lampe à incandescence à la LED. On a eu une rupture technologique. Et lorsque vous regardez les consommations d'énergie dans le logement, et là, vous voyez que les seules consommations qui ont vraiment baissé dans la durée sont les consommations liées à l'éclairage, dans les pays où on a eu cette rupture technologique. Où il y a eu l'utilisation des LED. Et donc, du coup, toutes les directives européennes, toutes les lois que l'on a en France et en Europe, elles ne prennent pas du tout en compte, elles ne touchent pas du tout au vrai problème, qui est le fait qu'ils n'ont pas amélioré l'ensemble du service, ils ont juste amélioré un bout, et donc, du coup, ils ont fait grossir les appareils, ils sont devenus plus lourds, et ils demandent beaucoup de matériaux. C'est à tout ça qu'il faut s'attaquer. Et c'est uniquement en s'attaquant à ça que l'industrie innovera. Aujourd'hui, le vrai problème que l'on a, c'est que nous avons des directives, nous avons des lois qui se sont attaquées aux symptômes du problème et pas aux causes du problème. Et c'est ça qu'il faut changer. Monsieur Glachan, allez-y. Oui, je voudrais dire que c'est vrai qu'on a ce système économique qui, si on le laisse continuer comme ça, il va continuer à produire des pollutions, de la consommation de matériaux. Et donc, effectivement, il faut, pour changer la trajectoire, il faut de l'intervention publique. Alors, ce n'est pas les petits gestes quotidiens de chacun peuvent faire une partie du chemin, mais la plus grosse partie, ça doit être fait par les politiques publiques. Et les politiques publiques, ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est comme la technologie. Les politiques publiques, c'est des décideurs qui prennent des décisions et ils ont du mal à prendre des décisions impopulaires. Ils aiment bien prendre des décisions populaires. Et donc, c'est aussi notre responsabilité à tous. Donc là, je m'adresse, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Donc, vous allez avoir le droit de vote, hein, vous l'avez pour la plupart d'entre vous. Et donc, par exemple, où ça se joue, l'avenir de la planète, la sobriété, etc., ça se joue aussi dans l'action politique, dans l'influence que vous pouvez avoir sur les décideurs publics. Parce que les décideurs publics, ils nous représentent, nous. Voilà. Et est-ce que ça veut dire que la politique publique, les politiques publiques, pour orienter la technologie, ça passe par des normes, ça passe par des interdictions, ça passe par des incitations? Est-ce que ça suffit, des incitations? Comment on fait? Là-dessus, il ne faut pas avoir, de mon point de vue, il faut un peu de tout, ok. Il faut augmenter effectivement le prix des matières qu'on utilise pour que les acteurs, les consommateurs, les producteurs prennent en compte ça dans leurs décisions. Mais il ne faut pas oublier non plus que, parce que là on parle de surconsommation, le problème c'est qu'on est dans des sociétés où il y a des milliardaires qui surconsomment, mais il y a aussi des pauvres qui sous-consomment. Donc il y a aussi la question
d'imaginer des solutions pour éviter de faire peser la sobriété, justement, sur les pauvres et pas sur les riches. Et c'est là que, par exemple, il me semble très très important d'avoir dans la panoplie des instruments des subventions pour cibler sur les gens modestes, pour pouvoir limiter des effets potentiels pervers, sociaux, des politiques de sobriété. Voilà. Allez-y. Oui. Alors, si je restais dans l'exemple de la voiture, nous, citoyens, nous avons un besoin de mobilité. Nous n'avons pas nécessairement un besoin de voiture. Mais la réponse qui nous est offerte à notre besoin de mobilité est très souvent la voiture. Plus des 2/3 des trajets travail-domicile en France se font avec la voiture individuelle. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est parce que d'abord, on a délaissé les investissements, on a commencé à désinvestir dans les transports en commun un peu partout. Et en plus, on a encouragé l'utilisation de la voiture, l'achat de la voiture individuelle, parce que ça faisait partie de la stratégie industrielle de la France et de l'Europe, parce qu'on a une industrie de l'automobile. Et on ne s'était pas posé la question de quel est notre besoin, quel est le besoin de ma société. On a plutôt répondu, on a plutôt mis des politiques pour pousser à une consommation qui n'aurait pas dû exister, qui ne devrait pas exister dans beaucoup de cas. Alors maintenant, comment régler ce problème-là ? Il y a des choses qu'il va falloir interdire. Il ne faut pas avoir peur de se dire qu'il y a des choses qu'il va falloir interdire. Aujourd'hui, on s'arrête tous à un feu rouge, n'est-ce pas ? Ça, c'est une interdiction. Oui. Et personne ne remet ça en question. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés, nous avons Les grandi. cyclistes parisiens, si. Pardon ? permettre. Oui, parce qu'il y a des feux. Non. Pas moi, évidemment, mais Parce que, attendez, je peux vous répondre parce que je suis cycliste parisienne. moi aussi. On ne s'est jamais croisés à vélo, mais on... Peut-être. Alors, je vais vous dire pourquoi. De temps en temps, ça m'était arrivé au début quand on a eu les pistes cyclables à Paris. Il y avait un feu ridicule qui n'a pas de sens pour les cyclistes. Et je suis passée. Et la policière m'arrête. Elle me dit, elle me verbalise. Et donc, j'ai écrit une longue lettre au préfet de Paris pour lui dire que je ne vais pas payer mon PV parce que ce feu-là n'a pas de sens et que vous devriez adapter les feux de signalisation aux cyclistes. Aujourd'hui, ça se fait. Donc, vous voyez, ça peut... D'accord. Non, Bon, ça, c'est d'accord. une parenthèse. Donc, vous voyez, il y a des interdictions. Il y a beaucoup d'interdictions dans la vie de tous les jours que l'on ne remet pas en question parce que c'est comme des acquis, en fait. Un enfant, Oui, vous lui apprenez à s'arrêter au feu rouge parce que c'est une question de vie ou de mort, en fait. Oui. Et donc, on va avoir des interdictions. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on va avoir des interdictions. Ces interdictions-là, elles ne sont pas là pour remettre en question notre liberté. Elles sont là pour nous donner une chance que la planète soit vivable d'ici 2050 jusqu'à la fin du siècle. Et après, ça ne peut se produire que grâce aux politiques publiques. Mais pour ça, il faut avoir du courage politique. Et c'est ça qui manque. Est-ce que ces interdictions, elles vont avoir pour effet d'orienter la technologie ou les investissements dans d'autres domaines ? Parce que finalement, c'est un peu ça aussi le problème. C'est-à-dire, il faut que les investissements des entreprises se fassent dans des technologies moins consommatrices d'énergie, et que nous, consommateurs, en les utilisant, on puisse faire, on dépense moins d'électricité. Donc, est-ce que, Monsieur Glachan, oui. Bon, par exemple, il y a une interdiction qui est celle du moteur thermique à l'horizon. Très bien. Hein ? Oui. 2035. Oui. Donc l'interdiction du moteur thermique à l'horizon 2035. Sur les véhicules neufs. Donc on va avoir un stock effectivement de moteurs thermiques pendant encore un moment, et donc qu'est-ce qu'on va faire ? Que va-t-il se passer ? On va donc acheter des véhicules électriques. Et quand on achète des véhicules électriques, c'est vrai que on consomme moins d'essence, mais on crée d'autres problèmes. Donc si l'électricité, par exemple, est faite avec du charbon, eh bien, on émet indirectement du carbone. Les véhicules électriques, ça consomme aussi énormément de métaux qui sont compliqués et qui sont polluants à produire, plus que les véhicules thermiques. Et donc, il faut faire très attention dans ce virage qu'on est en train d'essayer de prendre vers la sobriété, de ne pas finalement déplacer les problèmes. Voilà. C'est ce que il y a une complexité là derrière. C'est pas... Monsieur Pillot, le véhicule électrique, c'est quelque chose... Enfin, typiquement,
Là, on a un très bon exemple où la loi oblige les fabricants, les constructeurs de voitures, mais aussi évidemment les consommateurs, à avoir, si on veut une voiture neuve en 2035, elle sera électrique, point barre. C'est bien ou... Parce que ça, a priori, on se dit, on a orienté la technologie vers une technologie plus propre, et donc ça, c'est chouette. A priori, je me tourne vers Pierre Pascal. On a 2 heures devant nous ou pas, là? Non? On me fait signe que ça va pas être possible. Alors, je vais la faire très, très courte. Mais effectivement, si je devais résumer, en fait, en l'état actuel de la technologie, c'est bien la question qui est posée dans cette table ronde. Est-ce que la technologie peut nous permettre de devenir plus sobre? En l'état actuel de la technologie, la personne qui m'obligera à prendre un véhicule électrique n'est pas née, qu'on se le dise très clairement. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification, il y a tout un tas d'inefficiences, à la fois des inefficiences économiques, sociales, géostratégiques et environnementales. Alors, si je la fais très courte, sur la partie économique et sociale, on a un gros déficit de compétitivité dont on n'est pas certain de pouvoir finalement s'en sortir vers le haut. Ça peut créer effectivement des déséquilibres sur la filière industrielle automobile européenne qui peut se traduire derrière par du chômage, mais également par des métiers qui peuvent très clairement disparaître. Ça, je la fais courte et j'ai vécu ça très vite. Sur le plan environnemental et géostratégique, c'est beaucoup plus important, et Mathieu finalement en a un petit peu parlé, c'est que cette électrification aujourd'hui se fait au prix d'une surexploitation des métaux critiques dont on a besoin pour fabriquer ces véhicules et les batteries qu'ils transportent. Ces métaux, on va les chercher dans des conditions environnementales qui sont absolument déplorables, mais également dans des conditions humaines qui sont tout aussi déplorables d'ailleurs. Ces métaux, aujourd'hui, font que si je prends un véhicule électrique de taille moyenne, peu importe, à la limite, que je l'alimente avec une énergie propre ou sale, il part avec une dette climatique par rapport à un véhicule thermique qui est très conséquent. Ce qui veut dire que si vous voulez être vertueux en conduisant un véhicule électrique en l'état actuel des technologies qui permettent de les produire, il va falloir rouler beaucoup avec votre véhicule électrique. Et là, on est carrément sur l'antithèse de ce dont on est en train de discuter aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez que votre véhicule électrique, en l'état actuel des technologies, permette de gommer son déficit environnemental lié à son processus de production, il faut que vous conduisiez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ce qui va complètement à l'inverse de ce qu'on essaie de créer. Et donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est 2 choses. C'est que là, effectivement, on a des politiques publiques qui ont été prises en faisant des paris sur notre capacité à pouvoir, grâce à la technologie et d'autres choses, pouvoir, quelque part, surmonter certaines inefficiences de marché. Peut-être y parviendrons-nous ou peut-être pas. Mais en l'état actuel, on subventionne très fortement la compétitivité d'industries étrangères et au premier rang desquelles chinoises. Et puis la deuxième chose que je dis, c'est qu'une autre planification était possible. Là, je vais te rejoindre. C'est qu'on aurait très bien pu dire, faisons une planification, on remet en cause le tout véhicule. Faisons une planification où les politiques publiques sont fléchées vers des investissements, vers, par exemple, la relance du ferroviaire, longue distance, courte distance. Peut-être qu'on pourrait légiférer sur le télétravail partout où c'est possible. Peut-être qu'on pourrait repenser l'urbanisation pour avoir des lieux de consommation qui sont plus proches des lieux de vie, pour qu'on ait moins besoin du véhicule. Une autre planification était possible avec cet argent public et on peut questionner de l'efficience de cette politique publique. Madame... Waouh. Merci. Ah. Allez, juste un complément. Cléchant. Bon, d'abord, essayez de m'applaudir aussi un peu après. Ouais, parce que... Si vous faites, je vous fais une petite danse, si vous voulez. Moi, j'ai pas du tout prévu ça dans l'animation de la table ronde. C'est-à-dire que... Je vous invite à regarder, c'est juste un complément très rapide, c'est pour dire qu'il y a une étude de l'ADEME, pour ceux que ça intéresse, sur le véhicule électrique, il y a une étude de l'ADEME. C'est quoi l'ADEME ? L'agence, donc j'allais le dire, l'Agence française de l'environnement, qui s'appelle maintenant officiellement l'Agence de la transition écologique. Vous trouvez ça sur faites Google véhicule électrique ADEME. Ils viennent de sortir un rapport qui montre que si
on se met à utiliser des véhicules électriques qui ont le poids des véhicules thermiques, le bénéfice environnemental va être extrêmement faible. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas uniquement shifter de technologie, il faut aussi réduire la taille des véhicules, la taille et en particulier le poids des véhicules, sachant qu'un véhicule électrique, n'est-ce pas, c'est très lourd à cause du poids de la batterie. Donc, et comme c'est très lourd, juste en complément, comme c'est très lourd à cause du poids de la batterie, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Du dopage métallique. Parce que pour compenser le poids de la batterie, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait appel à beaucoup plus d'aluminium pour tout simplement faire en sorte d'alléger un maximum le poids de véhicule électrique, sans quoi l'autonomie sera encore plus faible qu'aujourd'hui. Et l'aluminium, la fabrication de l'aluminium consomme énormément d'énergie. Je crois que les industriels appellent l'aluminium l'électricité solide. Bon. Mais alors, ça veut quand même dire que, donc, encore une fois, si on veut que la technologie, la voiture électrique, nous amène à émettre moins de CO2, ça veut dire qu'il faut une législation pour que les voitures soient plus petites. Parce que finalement, la demande, ça viendra peut-être pas de moi. Logiquement, moi, je vais peut-être pas aller vers la voiture la plus petite possible. Vous, citoyens, vous êtes enfermés dans les solutions qui sont mises en place sur le marché français et européen. Donc si en 2035, on n'a que des voitures électriques et qu'on n'a toujours pas de transport public, on n'a pas la possibilité de se déplacer à vélo, etc., vous n'aurez pas d'autre choix en tant que citoyen que d'acheter la voiture électrique qui a tous les impacts qui ont été décrits auparavant. Et donc, encore une fois, on revient au fait qu'il faut d'abord mettre en place des politiques publiques. Et dans le cas de l'exemple de la voiture électrique, c'est régulé par une directive européenne. Le problème, c'est que cette directive-là ne regarde pas du tout, elle regarde juste les émissions en temps d'utilisation et en plus les industriels trichent, etc. Il y a eu le scandale de Volkswagen, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et du coup, en fait, lorsqu'on regarde l'ensemble de la chaîne, on se rend compte qu'on se fait avoir. Ça ne fonctionne pas. Non seulement il faut des politiques publiques, mais il faut des politiques publiques qui regardent, qui ont une approche systémique au lieu d'avoir une approche par petits bouts. Et l'approche par petits bouts, c'est ça qui a été encouragé pendant les 50 dernières années, parce que c'est cette approche-là qui convient à l'industrie, parce que l'industrie est saucillonnée. Et donc chacun va vous dire, va aller vendre à Paris, à Bruxelles, l'amélioration de son petit bout. Mais l'ensemble, quand on met l'ensemble ensemble, tout ensemble, ça peut très souvent produire les effets inverses. Donc il faut quand même complètement changer de logique, parce que là, pour le coup, sur la voiture électrique, on a une institution qui est au-dessus de tout le monde, enfin la Commission européenne, mais finalement c'est aussi les États européens, qui prend une législation en faveur du climat. Et finalement, c'est pas si efficace que ça. Donc, comment est-ce qu'on fait démocratiquement pour avoir une institution qui est, qui est éclairée, qui prend les bonnes décisions? Monsieur Glachan, sans danse, s'il vous plaît. Pardon, oui. Je pense qu'il y a un autre challenge aussi, c'est que pour certains problèmes environnementaux, donc le climat, le CO2, ça traverse les frontières, le CO2. C'est ce qu'on appelle, du coup, la lutte contre le changement climatique et ce qu'on appelle, pour les étudiants en économie, un bien public mondial. Et donc, ça veut dire que quand on fait une politique climatique en France, où chacun d'entre nous va faire des efforts, etc., ça va nous profiter, mais ça va aussi profiter aux Chinois, aux Indiens, aux Américains, aux Allemands. Okay ? Et ça, c'est un problème d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'on n'aime pas trop faire des politiques qui bénéficient aux autres. Okay ? On avait l'habitude de faire des politiques de sécurité sociale, etc., qui nous bénéficiaient uniquement à nous. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des politiques publiques qui bénéficient aussi aux Chinois, aux Indiens, etc. Et ça, c'est un sacré challenge. Il va falloir qu'on soit beaucoup moins égoïste, qu'on soit beaucoup plus cosmopolite, si j'emploie un gros mot. Voilà, simplement, il va falloir qu'on invente aussi une action publique qui n'est plus uniquement nationale, qui est internationale. La négociation climatique dont on vous parle chaque année, c'est absolument essentiel. C'est à cet endroit que peut se faire aussi ces nouvelles politiques publiques qui peuvent nous amener
à survivre quelque part et à ne pas brûler vif avec le changement climatique. Allez-y. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi, Mathieu. Je veux juste compléter. Tu as dit il faut qu'on invente. Moi, je pense qu'il faut qu'on réinvente. Parce qu'on a réussi à le faire une fois, historiquement, au moins une fois. C'est daté, c'est 1987, c'est le protocole de Montréal. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait un très gros problème qui touche l'ensemble de l'humanité. C'est qu'on émet des gaz qu'on appelle des CFC, qui ont pour effet indésirable, alors qu'ils étaient perçus comme étant très très utiles sur le plan industriel, ils avaient pour effet de faire des trous dans la couche d'ozone. Et des trous dans la couche d'ozone, globalement, ça condamne l'humanité, hein, soyons très très clairs. Et l'ensemble de l'humanité est concerné par un péril qui est ipso facto mondial. Qu'est-ce qu'on a fait? En un temps record, on a fait un espèce de grand moratoire international où tout le monde était d'accord sur le problème dont on souffre collectivement et tout le monde était d'accord pour trouver une solution au problème. On a réussi à interdire en un temps record les CFC. Alors évidemment, tous les industriels et notamment également les États dans lesquels les industriels qui produisent ces CFC n'étaient pas très très contents. Donc on a créé une chambre de compensation pour leur donner le temps et les finances nécessaires pour sortir des CFC et trouver des méthodes de substitution. On a su le faire dans ce cas précis-là. Pourquoi insulter l'avenir et dire qu'on serait incapable d'avoir de nouveau cette concorde internationale qui nous permettrait de prendre des moratoires sur certaines de nos pratiques, à la fois industrielles, mais peut-être aussi de consommation. C'est vrai que c'est un très bon exemple et c'est un exemple qui peut rendre optimiste. Maintenant, quand vous créez 1 euro de richesse... Allez-y. Allez-y. Si c'était facile, on l'aurait déjà fait. On est d'accord? Si c'était facile, non coûteux et non sacrificiel pour quelque industrie ou quelque nation que ce soit, on l'aurait déjà fait, évidemment. Mais jusqu'à un passé très récent, on n'était pas encore totalement tous d'accord à l'échelle de la planète pour dire qu'il y avait un problème de type réchauffement climatique. Donc la prise de conscience, elle est quand même récente, voire même très récente. Donnons-nous un petit peu de temps pour aussi élaborer des solutions au niveau diplomatique, international, pour essayer évidemment de trouver des technologies de substitution. Allez, Madame Saeb, allez-y. Oui. Ok. Madame Saeb, allez-y. Oui, je vais peut-être abonder dans le sens de Madame, parce que le fameux protocole de Montréal, qu'on cite comme un succès, n'est pas un vrai succès en fait. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, il y a l'amendement de Kigali qui a été voté il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Pourquoi? Parce que les fameux gaz qu'on avait supprimés, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a remplacés. On a effectivement supprimé, on a effectivement arrêté la production de ces gaz-là de l'ordre de 98%, et on les a remplacés par d'autres gaz qui ont d'autres effets néfastes pour l'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là? C'est parce que, encore une fois, on ne s'est pas posé la question des besoins. Pourquoi on n'est pas parti du besoin? On est parti de la solution qui existe. Les solutions, ces gaz-là, c'est ce qu'on trouve dans les systèmes frigorifiques. Donc, on est parti de la solution qui existe, le système frigorifique. On va l'améliorer en changeant de gaz ou en améliorant un petit peu la technologie. On n'est pas parti de la question pourquoi est-ce qu'on utilise ces systèmes-là? Et c'est ça la sobriété, c'est repartir du besoin. C'est vrai, mais on a tous besoin d'un frigo et je pense que tout le monde en a un ici. Alors, donc, on n'a pas tous besoin d'un frigo. Ça, c'est un très bon exemple. Parce que j'ai fait ma thèse là-dessus. Bon. Alors, ce dont on a besoin, nous citoyens, c'est de nous assurer que nos aliments restent frais, qu'ils ne pourrissent pas. Et la réponse qu'on a eue depuis l'industrialisation, c'est le frigo. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans les vieux bâtiments parisiens, dans ce quartier, vous allez trouver plein de bâtiments, plein d'immeubles, plein de logements où il y a un garde-manger. Ça a existé avant.
Et donc, au fil du temps, avec l'industrialisation, le garde-manger a disparu. Les architectes ont oublié comment designer un logement avec un garde-manger. Et donc, notre nouveau besoin qui a été créé, c'est un besoin de frigo. Or, lorsque vous avez un garde-manger qui est bien designé, en fait, qui est caché, qui est bien couvert par rapport au soleil, etc., ben, même à Paris, vous n'avez pas besoin d'un frigo. Oui, mais quand vous dites on a créé un besoin, peut-être qu'il y avait une demande individuelle de chaque famille en disant moi je veux mon indépendance et je veux mon frigo. Le garde-manger, vous l'avez, c'est indépendant, c'est dans votre logement. Vous faites ce que vous voulez, ça ne concerne pas les voisins. Hein. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans votre garde-manger. C'est pareil que le frigo, mais ça ne consomme pas d'énergie. Et en plus, alors le frigo, et le besoin d'un frigo s'est accentué parce qu'au fil du temps, il n'y a pas que l'industrie du frigo, il y a aussi l'industrie alimentaire. C'est toute l'industrie qu'il faut regarder. Donc après, on est passé à l'industrie alimentaire et on est passé au congelé, etc. Et tout ça, tous ces trucs-là ont besoin, cette nouvelle façon de nous nourrir ou de nous intoxiquer en vérité, et a besoin de frigo. Et donc, il est impossible, si vous mangez des surgelés, de vous passer de frigo. Bien sûr. Vous comprenez ? Il est quasiment impossible, si vous avez besoin de manger des produits animaliers, de vous passer de frigo. Et par contre, on sait aujourd'hui que tous ces produits-là, cette façon de nous alimenter, en vérité, nous intoxiquent et créent des problèmes de santé, augmentent le trou de la sécurité sociale. Donc vous voyez, c'est l'ensemble du système. Encore une fois, si vous regardez que des petits bouts, ben vous allez trouver un industriel qui va venir vous dire « Moi, ce petit bout-là, je peux vous l'améliorer et je peux travailler sur un protocole international. Je peux mettre tout le monde d'accord. Ils vont tous se mettre d'accord, mais en fait, ça va créer d'autres problèmes environnementaux. » Monsieur Glachan, allez-y. Alors, si vous voulez... Ouais. Oui, moi je voudrais revenir sur le côté international. Pourquoi c'est très compliqué de se mettre d'accord entre pays, et je vais revenir à la technologie par ce biais. Pourquoi c'est très compliqué de se mettre d'accord? C'est parce que, comment peut-on dire aux pays du Sud, n'utilisez pas d'énergie fossile, ce que nous avons fait pendant des décennies. Avec ça, on a fait de la croissance économique, on a fait du confort. Vous êtes encore dans un état de dénuement avancé, et ce qu'on vous demande, c'est n'émettez pas de carbone, n'utilisez pas d'énergie fossile. Et donc, du coup, c'est très, très compliqué de dire à un Indien qui est pauvre, non, il ne faut pas que vous vous mettiez à émettre des énergies fossiles, à utiliser des énergies fossiles. Et c'est là que la technologie est le seul truc qui peut nous sauver. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire pour s'en tirer, pour essayer de se tirer de ce dilemme-là, c'est de dire aux Indiens, à d'autres pays, écoutez, on peut peut-être essayer d'imaginer, de vous fournir des technologies qui vous permettent de croître en termes de bien-être, en termes de santé, en termes de confort, mais avec un moindre impact carbone. Il me semble que sinon, on ne pourra pas régler le problème, puisque la seule solution sans technologie qu'on peut leur offrir, c'est de leur dire non, surtout pas de croissance, restez dans l'état de sobriété absolue dans lequel vous êtes, et point barre. Ce qui n'est pas acceptable pour eux. J'aime beaucoup cette idée de nous allons leur offrir les technologies et les solutions aux pays en développement. Mais on n'est plus au XVIIIe siècle, hein. On est au XXIe siècle. D'abord, ils ne nous attendent pas pour qu'on leur offre. L'innovation se produit beaucoup dans les pays émergents et dans les pays en développement. Il y a beaucoup d'innovations technologiques qui se produisent ailleurs et pas ici. Et l'autre chose qu'il faut garder en tête, lorsqu'on est dans ce débat international, là où on a biaisé les discussions, nous, les pays riches, c'est les pollueurs. Ce n'est pas l'Indien qui va avoir accès à l'énergie. La pollution par habitant, elle est beaucoup plus élevée dans les pays riches, même pour les plus pauvres d'entre nous, que dans les pays pauvres, sauf quelques exceptions. Si vous prenez par exemple ce qu'on appelle les pays en développement, les Émirats arabes unis, les émissions par habitant aux Émirats arabes unis sont presque aussi élevées que les États-Unis. Mais le reste du monde, ce n'est pas vrai. Donc en fait, le gros problème dans les négociations internationales, c'est que nous n'acceptons pas
nous n'admettons pas notre responsabilité historique et notre responsabilité d'aujourd'hui. C'est nous qui devons réduire drastiquement nos émissions. Et si on devait inventer des technologies, au lieu d'aller les offrir ailleurs, on ferait mieux de se les inventer pour nous, pour que nous réduisions nos émissions. Et je ne crois pas que la solution, justement, je ne pense pas que la technologie seule puisse nous aider à résoudre nos problèmes. Bien au contraire, l'exemple de la voiture électrique est un très bon exemple. La technologie seule ne nous permettra pas de résoudre nos problèmes. Avec la technologie seule, on va droit dans le mur. On continue avec la même pensée et le même business model du XXe siècle. Monsieur Pillot, Non, mais... Non, certainement pas. Ce que tu viens de dire est frappé du sceau du bon sens. Évidemment que lorsque l'on regarde toutes les projections scientifiques sur les émissions de gaz à effet de serre par habitant, l'Occident caracole très clairement en tête. Si tout le monde consommait comme un Américain moyen sur la planète, on aurait besoin de quasiment 5,6 planètes, la dernière fois que j'ai regardé, pour pouvoir fournir ce dont on a besoin pour satisfaire la consommation et les besoins productifs en amont d'un Américain moyen. Et les Français, on est guère mieux, on est à environ 2,6 planètes, 3 planètes dans ces eaux-là. Donc évidemment que la dette climatique, elle émane d'abord des lieux où la révolution industrielle et tout ce qui s'en est suivi derrière en matière de système économique et d'innovation a pris ses racines. Là-dessus, c'est comme ça, c'est impossible de prétendre le contraire. Mais il faut faire attention à ne pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que cette technologie qui a créé tout un tas de problèmes dont on a parlé, elle a aussi résolu beaucoup d'autres problèmes. Elle a permis l'allongement de l'espérance de vie, elle a permis d'arriver à un certain niveau de confort, elle a permis aussi de financer beaucoup d'emplois, qui a quand même tiré un petit peu la démographie. Aujourd'hui, cette technologie qui fonde notre système consumériste, notre système productif et notre système économique, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est 8 milliards d'êtres humains et qu'on arrive à trouver malgré tout une utilité sociétale par le travail à beaucoup de gens et qu'on arrive même à financer des bullshit jobs quand même. Donc il faut être faire très attention parce que sans tomber dans les caricatures de dire il faut qu'on renonce à tout et qu'on redevienne des amiches qui s'éclairent à la lampe à huile, il faut qu'on ait une réflexion d'ensemble sur finalement ce à quoi on est prêt à renoncer, où est-ce qu'on peut débrayer sans non plus faire une casse sociale et économique qui serait irréversible. Parce que malgré tout, lorsque tout le reste de la planète voudra consommer et produire comme l'Occident, et ils y aspirent, et c'est tout à fait normal qu'ils y aspirent, mais l'effet masse fait qu'on sera dans des niveaux de difficulté sur le plan environnemental et sur le plan d'utilisation des ressources qui sera infiniment supérieur à ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, y compris dans les prévisions les plus pessimistes du GIEC. Bon, alors on va peut-être passer aux questions à la salle. Allez-y. La question est la suivante, parce que le thème de la table ronde s'est focalisé sur la question fermée, qui est la technologie. Est-ce qu'elle peut nous aider à davantage de sobriété ou pas, si je comprends bien. Alors moi, la remarque que je voudrais faire, c'est que je pose la question à l'envers. La technologie peut-elle nous aider à davantage d'ébriété? Et je donne un exemple pratique. Monsieur s'est focalisé à expliquer que dans une fonction de production, plus on économisait les facteurs pour une croissance X, et donc à faire des gains de productivité, puis ça allait dans le sens de la sobriété, si je comprends bien. Alors moi, je vous prends un exemple. Vous prenez les produits d'électroménager, pour lesquels il y a une programmation d'obsolescence, et où la technologie a bien joué son rôle. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce cas pratique? Merci. Je crois que la question m'est directement adressée. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut combattre de toutes nos forces, y compris par la réglementation, une réglementation très forte en la matière, contre l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est une dérive de notre système économique qui pousse à de la surconsommation et qui pousse finalement à racheter du neuf plutôt que d'encourager la réparabilité. Donc évidemment que là-dessus, je vous donne tout à fait raison. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne veut pas renoncer à tout,
si on ne veut pas renoncer à tout, la technologie n'a pas que des mauvais côtés. Déjà, la technologie permet des gains de productivité dans les entreprises qui permettent de produire autant en gaspillant moins de ressources, mais aussi la technologie, enfin, je veux dire, dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors peut-être qu'il va s'éteindre, peut-être même qu'il va s'effondrer, pourquoi pas, mais dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, sans la technologie, on ne sera jamais capable d'optimiser les flux à la fois de marchandises, mais également de personnes, d'informations. Et Dieu sait que dans une société du numérique, l'information, il en transite beaucoup. Je veux dire, c'est aussi la technologie qui porte une partie de la solution. Donc attention toujours de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La technologie n'est pas le problème. L'usage qui en est fait, et parfois la perversion qui en est faite dans certains business models, rend la technologie problématique. Mais la technologie, ça peut être la partie de la solution ou effectivement la partie du problème. Pour information, est-ce que les limites de la technologie ne nous imposent pas un retour vers ce que j'appellerais une éducation écologique citoyenne, parce que vous n'avez pas parlé du tout, hein, parce que ce n'est pas dans la thématique, hein. C'est-à-dire que ça commence par l'école, où on apprend aux gens, dès le plus jeune âge, à ce que c'est un comportement en termes de civilité écologique. Et donc, moi, je pense que les limites de la technologie doivent trouver leur réponse dans le comportement individuel du citoyen et du groupe, et donc de la nation, avant même de poser le postulat de la technologie. Je suis entièrement d'accord avec vous, et en tant que pédagogue, et on est trois sur cette table ronde, je pense qu'on y contribue aussi, mais on aurait tort de croire que ça ne passe que par ça. Il y a un effort d'information à faire, un effort de pédagogie à faire, pour évidemment faire connaître ces problématiques au plus grand monde, faire comprendre aussi, faire prendre conscience de l'impact environnemental et parfois aussi social des actes de consommation du quotidien, mais il y a une action à faire avec peut-être encore plus de force sur l'offre. Bon, on a beaucoup discuté aujourd'hui, mais effectivement, si on est aussi incité à surconsommer et parfois à consommer de façon complètement déconnectée des réalités environnementales et sociales de la production, c'est aussi parce qu'on a en face de nous des entreprises qui sont très incitées à nous enfermer dans des business models qui poussent à cette surconsommation. Donc il y a un travail à faire effectivement sur un travail pédagogique sur la demande, mais il y a aussi un travail normatif à faire sur l'offre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a que des jeunes. Moi, j'aurais tout simplement une question, ça aurait été, est-ce qu'il existerait une règle ou une loi qui nous permettrait, chaque Français, de ne plus avoir cette liberté sur la consommation d'énergie, en tout cas, ou même d'essence, ou de tout produit qui serait trop consommé, et de ne plus consommer en excès, ni trop peu, avoir ce juste milieu pour ne pas rendre cette planète inhabitable, ni même impossible à vivre? Malheureusement, non, il n'y a pas de loi qui fait ça. C'est ça qui manque. Alors, si je prends par exemple l'objectif de neutralité carbone de la France, est censé faire ça, mais cet objectif-là a été calculé pour 2050, donc on a un objectif d'être neutre en carbone en 2050, qui ne prend pas en compte nos émissions cumulées, donc il retarde le moment où ça devrait arriver. Parce que si on prenait en compte nos émissions passées, on devrait être neutre en carbone avant 2030. Donc en fait, ça devrait être la mandature actuelle sur le plan politique qui devrait, à la fin de cette mandature, on devrait avoir que quelques émissions à la fin, ce qu'on appelle les émissions résiduelles, quelques émissions qui restent. Et ça ne va pas se produire parce qu'on a un objectif pour 2050 et donc du coup, on renvoie à plus tard et donc on ne met pas en place les mesures nécessaires que vous demandez. Enfin bon, je veux dire, en tout cas, c'est parfaitement techniquement possible de mettre en place des mesures qui modèrent notre usage énergétique au bon niveau. On peut parfaitement, je veux dire techniquement, on peut parfaitement mettre en place des normes qui interdisent d'utiliser tel ou tel équipement qui consomme trop. On peut parfaitement mettre des taxes qui augmentent le prix de l'énergie. On peut parfaitement donner des subventions à ceux qui installent des équipements qui consomment moins d'énergie ou qui isolent leur maison. Et on le fait. Okay. Après, la question est de savoir si c'est calibré au bon niveau. Ben non, aujourd'hui, ça n'est pas calibré au bon niveau. Tous les modèles de prospective montrent que
si on continue comme ça, on ne va pas aller atteindre les 2 degrés d'augmentation de la température ou les 1,5 degrés d'augmentation de la température qu'on cherche à atteindre. Et du coup, là, ça renvoie du coup à ce qu'on appelle souvent la volonté politique de changer ces mécanismes-là, de mettre plus de subventions, des normes plus strictes, un prix de l'énergie. Alors évidemment, ce n'est pas populaire aujourd'hui parce que le prix de l'énergie est conjoncturellement élevé, mais mettre des prix de l'énergie qui soient plus élevés. Et volonté politique, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire volonté des décideurs politiques uniquement, ça veut dire volonté de tout le monde ici dans son comportement politique, en allant manifester, en allant voter, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces politiques-là. Vous êtes d'accord? Voilà. Voilà la réponse. Ça n'existe pas aujourd'hui. Okay. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister, mais ça n'existe pas. Encore une question? Comment? Mais attendez, la liberté, votre liberté, elle est déjà bridée par des tas de choses. On nous a parlé tout à l'heure du feu rouge. Mais vous avez plein d'interdictions qui limitent votre liberté. La liberté, ce n'est pas une valeur absolue, ce n'est pas vrai. On vit dans un monde qui... Vous n'avez pas le droit de dire des choses antisémites. Là, si vous prenez le micro et vous dites des choses antisémites, c'est interdit aussi. Donc votre liberté, elle est bridée. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on vit en société. Ok. Bon, eh ben, merci beaucoup à tous les intervenants. Bravo. Désolé. Merci à tous. Merci. Au revoir.